Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Selena exhala doucement en remuant la casserole de cacao maison sur la cuisinière. Dehors, la neige tourbillonnait en douce congère à travers l'allée, recouvrant le monde d'un voile blanc immaculé. Depuis le salon, elle entendait des rires, Zuri et Ellie, ses enfants chéris, jouer avec leur nouveau jeu de société. C'était un après-midi banal de la mi-décembre, et la maison des Haies semblait, à première vue, confortable et chaleureuse. Pourtant, quelque chose clochait. Elle jeta un coup d'œil vers le bureau où son mari, Marcus Grant, s'était retiré après le dîner. Ils étaient mariés depuis plus d'une décennie, et bien que leur union ait été autrefois tendre, elle avait maintenant l'impression de marcher sur du verre brisé. Elle le voyait rarement rire sincèrement ou même montrer une simple chaleur. C'était comme si l'homme qui l'avait autrefois séduite s'était retiré dans une forteresse de silence et d'insatisfaction. Selena versa soigneusement le cacao dans des tasses, garnissant chacune d'une volute de crème fouettée et d'une pincée de cannelle. Zuri, une fillette de 10 ans curieuse qui portait toujours un ruban vif dans ses boucles, arriva la première en courant. « Maman, est-ce qu'on construit toujours le bonhomme de neige plus tard » demanda-t-elle, les yeux brillants d'excitation. « Absolument, » dit Selena, se forçant à sourire. « Mais bois d'abord. Tu auras besoin d'énergie pour affronter ce froid. » Quelques instants plus tard, Ellie, qui avait 12 ans et était presque aussi grand que Selena, entra d'un pas lourd dans la cuisine. Il afficha un sourire ironique, une expression qui rappelait à Selena celle de son père. « Merci, maman, » dit-il en prenant une tasse. « Ça sent très bon. » Au milieu des bavardages des enfants, Marcus émergea enfin. Il prit la tasse que Selena lui offrait d'un signe de tête sec mais ne dit rien. Il ne la regarda même pas. Une pointe de tristesse serra le cœur de Selena alors qu'elle l'observait siroter le cacao sans commentaire. Tout au long de la soirée, il resta émotionnellement distant. Les enfants le remarquèrent à peine, trop occupés à être des enfants. Riant, se taquinant et planifiant une bataille de boules de neige spontanée. Selena, cependant, ressentait le froid de son détachement aussi clairement que l'air glacial extérieur. Dans le salon, les lumières de Noël scintillaient sur le sapin. Bien que Selena ait décoré la maison dans un style qui respirait la chaleur des couvertures douces, des bougies parfumées au pin, des couronnes de bail d'hiver, l'atmosphère entre elle et Marcus semblait fragile. Une lourdeur silencieuse se cachait sous l'éclat festif, une tension muette qui s'accrochait à chaque respiration. Elle s'occupa, posant une main douce sur l'épaule de chaque enfant en passant, s'assurant qu'ils sentaient l'amour de leur mère. Mais la distance de Marcus laissait un vide inexprimé. Cette nuit-là, lorsque les enfants allèrent enfin se coucher, Selena s'attarda près de la porte de la chambre pendant que Marcus tapait tranquillement sur son ordinateur portable. Une seule lampe l'éclairait, projetant une ombre allongée sur le mur. Elle voulait parler, combler le gouffre qui s'était formé entre eux. Mais au moment où elle ouvrit la bouche, son téléphone vibra. Il répondit sèchement, se détourna d'elle et continua à travailler. Elle ferma la porte sans un mot. En bas, le cacao intact reposait dans une tasse sur le comptoir de la cuisine, sa chaleur s'estompant lentement, un peu comme la chaleur entre eux. L'étincelle avait disparu. Selena ressentait la douleur de cette réalité chaque jour davantage. Elle se souvenait des débuts de leur relation. Marcus, grand et confiant, la surprenait avec des lettres d'amour manuscrites, des bouquets de fleurs sauvages qu'il avait cueillis lui-même, et des soirées extravagantes remplies de rires et de projets d'avenir. C'était comme s'ils s'étaient rencontrés dans un conte de fées, destiné à vivre heureux pour toujours. Pourtant, quelque part en chemin, la vie était intervenue. Le travail exigeant de Marcus dans la finance d'entreprise le consumait. Nuit tardive, réunion le week-end, une obsession croissante pour le statut. Selena, de son côté, avait essayé d'être l'épouse compréhensive, faisant confiance à l'avenir qu'il prétendait construire. Elle croyait que si elle restait patiente, ils finiraient par se retrouver. Mais cela ne s'était pas produit. Au lieu de cela, l'étincelle manquante ressemblait maintenant à un chapitre entier manquant dans leur mariage. Selena se demandait parfois si elle était à blâmer. Elle pensait souvent à la façon dont elle consacrait presque tout son temps à élever Zuri et Ellie, se concentrant rarement sur ses propres rêves et objectifs. Se pourrait-il que Marcus ne la trouve tout simplement plus intéressante ?
Assise à la table de la salle à manger, Selena faisait défiler de vieilles photos sur son téléphone, des images de l'époque où Marcus lui envoyait d'adorables selfies du travail ou lui envoyait des textos mièvres sur combien elle lui manquait. Une larme coula sur sa joue alors qu'elle réalisait que la dernière fois qu'il avait fait quelque chose de la sorte remontait à bien plus d'1 an. Elle se leva, se dirigea vers la bibliothèque où elle gardait son album de mariage et en tourna les pages. Ils étaient là, radieux et euphoriques, coupant un gâteau à la vanille imposant avec des tourbillons de crème au beurre. Sa robe scintillait sous les lumières du plafond, et le sourire fier de Marcus illuminait l'espace autour de lui. Son cœur se tordit douloureusement face au contraste. Comment était-il possible qu'ils se soient autant éloignés l'un de l'autre tout en vivant sous le même toit? Quand elle ferma l'album, elle se força à penser aux enfants. Ils méritaient un foyer heureux. Elle résolut d'essayer de renouer le contact. Les souvenirs du début de leur romance inondèrent son esprit, comment il avait l'habitude de danser avec elle au milieu du salon sans raison, comment il laissait un mot dans la poche de son manteau lui disant qu'elle était la femme la plus incroyable qu'il connaissait. Elle aspirait à revoir cet homme. Plus tard dans la soirée, elle rassembla son courage. Pendant que Marcus était assis dans le bureau, envoyant des SMS sur son téléphone, elle s'approcha. « Et, dit-elle doucement. Tu me manques. Pourrions-nous, peut-être faire quelque chose ensemble ce week-end? Un dîner ou un film ?» Il lui lança un regard vide, comme s'il était à des millions de kilomètres. « J'ai des réunions, répondit-il en se frottant la tempe. Et j'ai quelques appels à passer. » Selena essaya à nouveau. « Et le week-end prochain? Ou même juste, ce soir, après que les enfants soient couchés ?» Marcus haussa les épaules. « On verra. Le travail est assez dingue en ce moment. » Puis il retourna son regard vers son téléphone, ignorant sa présence. Selena s'attarda un instant, essayant de trouver les mots justes, mais son courage était épuisé. Elle quitta la pièce en silence, se demandant s'il restait quelque chose à sauver. Dans le miroir du couloir, elle aperçut son propre reflet, les yeux ternis par la déception. L'étincelle manquante n'était pas seulement avec Marcus. Elle menaçait d'éteindre la luminosité de son propre esprit. Le lendemain matin, Selena regarda par la fenêtre une nouvelle couverture de neige. La vue était à couper le souffle. Tout le quartier de banlieue ressemblait à une carte postale de Noël. Elle avait prévu une petite escapade de vacances pour la famille, pensant qu'un changement de décor pourrait insuffler une nouvelle vie à leur routine. Elle imaginait des soirées douillettes dans un chalet, sirotant du cidre près d'un feu crépitant, avec les enfants construisant des forts de neige et les adultes renouant des liens sous des ciels étoilés. Elle en parla au petit déjeuner, où Zuri et Ellie grignotaient joyeusement du pain grillé et des œufs brouillés. « Que diriez-vous d'un week-end au chalet de Pinewood? Il y a un lac gelé pour le patin à glace, une grande cheminée, beaucoup d'activités. » Les enfants semblaient ravis. Zuri rebondit sur son siège, manquant de renverser son jus. « Oui. Ça a l'air incroyable. » Ellie hocha la tête. « Je veux réessayer le ski. » Encouragée, Selena regarda Marcus. « Chérie, c'est un court trajet en voiture. Nous pouvons partir vendredi après le travail. » Marcus leva à peine les yeux de son téléphone. « Je ne sais pas, pourrais-tu vérifier ton emploi du temps ?» demanda Selena doucement. « J'ai déjà réservé une place parce que c'est notre endroit préféré, et j'ai pensé que ce serait amusant pour les enfants. » Il soupira, posant son téléphone. « Tu as réservé sans me consulter ?» Le visage de Selena rougit. « Je suis désolé. J'ai supposé que ce serait d'accord, surtout que tu as mentionné il y a quelques semaines que nous avions besoin de temps en famille. Tu as adoré le chalet de Pinewood l'année dernière. » Vraiment, murmura-t-il, reprenant son téléphone. Quoi qu'il en soit, j'ai une réunion importante avec des investisseurs potentiels vendredi. Si je ne peux pas venir, toi et les enfants pouvez y aller sans moi. Le cœur de Selena se serra. Elle pinça les lèvres, ne voulant pas laisser paraître sa déception devant Zuri et Ellie. Bien sûr, dit-elle doucement. Nous trouverons une solution. Le reste du petit déjeuner se poursuivit dans un silence quasi total. Elle débarrassa la vaisselle pendant que Marcus se précipitait vers la porte pour aller travailler. En lavant les assiettes, elle sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Ce voyage avait été sa façon d'essayer de raviver quelque chose. N'importe quoi. Au lieu de cela, elle était confrontée à la même distance émotionnelle. Pourtant,
elle refusa de laisser la morosité dominer la journée. Après tout, Zuri et Ellie attendaient avec impatience le week-end, et même si Marcus se dérobait, elle avait l'intention de le rendre mémorable. Elle dressa mentalement une liste de choses à emporter au déluge, des thermos pour le chocolat chaud, des jeux de société pour les soirées amusantes. Pourtant, un pressentiment plus profond la rongeait. Une tempête de neige de silence s'était abattue sur son mariage, et elle ne montrait aucun signe de fonte. Elle espérait juste que si elle maintenait sa propre chaleur vivante, Marcus pourrait un jour dégeler. Mais pour l'instant, le mieux qu'elle pouvait faire était de se concentrer sur le fait d'offrir à ses enfants une expérience aimante et joyeuse, même si elle devait naviguer dans la tension glaciale à la maison. Le jeudi arriva, et Marcus resta muet concernant les plans du week-end. Selena décida de le presser une dernière fois avant d'annuler. Elle le trouva dans le bureau, parcourant des rapports financiers. Ses sourcils noirs étaient froncés par la concentration. « Marcus, pouvons-nous s'il te plaît parler du chalet ?» demanda-t-elle, gardant une voix stable. « Si tu as des réunions vendredi, que dirais-tu de monter samedi matin ? Les enfants sont tellement excités. » Il ne leva même pas les yeux. « Je t'ai déjà dit que j'ai un emploi du temps chargé. »« Je n'irai pas, très bien, » dit Selena tranquillement. « Alors ça te va si je les emmène seuls ?» Il la regarda enfin, et ses yeux étaient froids. « Fais ce que tu veux. Ne gaspille juste pas mon argent en le faisant. » La remarque la cingla comme de la glace au visage. « Gaspiller, » répéta-t-elle, la voix tremblante. « Ce sont aussi tes enfants, Marcus. Et je ne savais pas que nous avions un budget aussi strict. » Elle essaya de se souvenir d'une seule fois où il lui avait dit qu'ils avaient des problèmes financiers. Autant qu'elle sache, il se portait bien dans son entreprise, et leurs factures étaient à jour. Il haussa les épaules. Les budgets peuvent se resserrer à tout moment. Selena décida de ne pas discuter. Elle était épuisée par ce traitement froid perpétuel. Elle esquissa un mince sourire, tourna les talons et partit. Il n'y avait rien à gagner à le forcer à y aller. Pourtant, son cœur lui faisait mal. Avant de partir pour le chalet le lendemain, elle s'assura que tout était en ordre dans la maison. Elle vérifia 2 fois le garde-manger, s'assura que le paiement de l'hypothèque était programmé et rangea les pièces à vivre. Marcus la reconnut à peine, elle ou les enfants, alors qu'elle chargeait la voiture. En conduisant vers le nord en direction du chalet de Pinewood avec Zuri et Ellie sur la banquette arrière, elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à leurs visages excités. Elle résolut que ce voyage serait pour eux, et peut-être pour elle aussi. Elle avait besoin de se vider la tête, loin de l'hostilité croissante de Marcus. Pourtant, au fond d'elle-même, elle sentait que quelque chose de plus grand se préparait. Un changement. Une rupture. Elle ne savait tout simplement pas comment ni quand cela frapperait. L'escapade au chalet fut paisible en surface. Zuri et Ellie rigolaient en construisant un igloo miniature à l'extérieur du chalet rustique en rondin. Selena surveillait depuis le porche, enveloppée dans une épaisse couverture de laine. L'odeur de la forêt de pins était vive dans l'air, et l'éclat lointain du lac gelé chatoyait sous le soleil de midi. Mais les pensées de Selena étaient à des kilomètres de là, s'attardant sur la tension à la maison. Elle aimait Marcus depuis le jour où elle l'avait rencontré lors d'une réunion d'amis communs. Il avait été si attentionné à l'époque. Cela la déconcertait de voir comment l'amour de sa vie s'était transformé en un étranger distant en quelques courtes années. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, elle se retrouva à regarder la cheminée, les flammes dansant comme pour se moquer de ses émotions tourbillonnantes. Elle ressentit une vague de solitude si profonde que des larmes coulèrent sans qu'elle le veuille. Elle avait retenu son chagrin pendant trop longtemps, et ici, dans le silence de la nature sauvage enneigée, il déferla sur elle comme un raz-de-marée. Elle pressa son front contre ses genoux, laissant couler ses larmes. « Pourquoi cela arrive-t-il » se chuchota-t-elle. « Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce moi ? Est-ce lui ?» Elle essuya ses yeux, honteuse de craquer alors que ses enfants n'étaient qu'à une pièce de là. Pourtant, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle avait simplement besoin de cette libération. Les murs rustiques du chalet témoignaient silencieusement de sa douleur. Elle pensa à appeler Marcus, mais elle savait que sa réaction serait probablement indifférente. Pour le reste de cette nuit-là, il lui fut impossible de dormir. Elle griffonna dans un vieux journal, notant les souvenirs de ce qu'ils étaient autrefois, les choses qu'ils s'étaient promises. Au matin, elle avait versé le plus gros de ses larmes. Une résolution fragile se forma en elle.
Si Marcus ne s'adoucissait pas, elle devrait trouver sa propre voie. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle reconnaissait que sa vie ne pouvait pas continuer sur le même schéma de négligence silencieuse. Pour son bien, et pour le bien de Zuri et Ellie, quelque chose devait changer. Et alors que le soleil se levait sur les pins, baignant l'intérieur du chalet d'une douce lumière, Selena sentit une lueur d'espoir. Peut-être avait-elle la force de gérer tout ce qui pourrait arriver ensuite. Selena rentra du chalet tard le dimanche soir. Elle trouva Marcus dans le salon, zappant les chaînes de télévision avec un verre de whisky à la main. Zuri et Ellie, encore excités par leurs aventures du week-end, se précipitèrent dans leur chambre pour défaire leurs valises. Selena s'approcha de lui avec précaution. « Nous sommes de retour, dit-elle. » Il la reconnut à peine, répondant par un grognement. Elle soupira, posa son sac à main et se dirigea vers la cuisine pour commencer à préparer le dîner pour elle-même. Les enfants avaient déjà mangé sur la route. Lorsqu'elle ouvrit le réfrigérateur, elle remarqua que les provisions qu'elle avait refaites avant de partir étaient presque intactes. En cherchant des ingrédients, elle réalisa qu'elle devait acheter des légumes frais pour la semaine. Prenant son téléphone, elle ouvrit l'application de livraison de courses et tenta de payer. Une erreur apparut, votre carte a été refusée. Elle fronça les sourcils, pensant qu'il s'agissait peut-être juste d'un bug. Elle essaya un autre achat dans un magasin différent. Même message. Refusé. Son cœur s'emballa d'une soudaine vague d'anxiété. Elle attrapa sa carte de crédit dans son portefeuille, se dirigea vers Marcus et la lui tendit. « Pourquoi ma carte est-elle refusée ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Marcus prit une autre gorgée de sa boisson. Sans la regarder. « Je l'ai annulée, dit-il sèchement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu as annulé ma carte de crédit ?» Elle sentit son pouce accélérer. Il haussa les épaules. « J'ai fait ce que je devais faire. Nos finances doivent être consolidées. Je ne pensais pas que ce serait un gros problème. Tu peux utiliser le compte courant joint si tu as besoin de quelque chose. » Son esprit s'emballa de confusion et d'alarme. Durant toutes leurs années ensemble, il ne lui avait jamais restreint l'accès financier. Cela ressemblait à une soudaine démonstration de force. « Marcus, s'il y a un problème, nous pouvons en parler. J'ai juste besoin de comprendre pourquoi. » Il posa son verre de whisky sur la table avec un bruit sec. « Nous n'en parlons pas maintenant. Je t'ai dit que je consolide. De plus, tu aimes dépenser de l'argent pour des choses inutiles. Autant freiner ça. » Le choc et la trahison clouèrent Selena sur place. Oui, elle avait utilisé une carte pour les dépenses ménagères normales. Peut-être une virée shopping occasionnelle pour de nouveaux vêtements pour les enfants, mais jamais rien d'extravagant. Elle le fixa, incapable de formuler une réponse au-delà de sa colère montante. Il eut un sourire narquois et se retourna vers la télévision. Quoi? Sans voix? Bien. Peut-être que maintenant tu y réfléchiras à 2 fois avant de repartir sur un coup de tête. Il attrapa la télécommande, augmenta le volume et mit fin à la conversation. Selena serra la carte annulée, l'estomac noué. C'était plus qu'une simple décision financière. C'était un acte délibéré de contrôle. Et à cet instant, une résolution encore plus forte se cristallisa dans son esprit. Elle devait trouver sa propre voie, libre de dépendre du bon vouloir de Marcus. Dans les jours qui suivirent, Selena garda son sang-froid. Elle refusa de laisser Marcus voir à quel point son geste l'avait profondément blessée. Au lieu de l'affronter par des disputes bruyantes, elle choisit un silence digne. Elle devint plus autonome, utilisant le peu qu'il y avait dans ses économies personnelles pour couvrir les besoins immédiats comme les courses et les vêtements d'hiver pour Zuri et Ellie. Au petit déjeuner, quand Marcus demanda « Pourquoi n'as-tu pas récupéré mon nettoyage à sec ?» elle répondit simplement « J'avais d'autres courses à faire », sans mentionner que sa carte ne fonctionnait plus et qu'elle ne voulait pas puiser dans le compte joint pour ses costumes personnels. Il grimaça, mais son calme sembla le désarmer. Les enfants remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Dans des voitures rapides, des hôtels de luxe et des événements exclusifs. Mais pour William, il semblait qu'une journée passée à travailler dans le jardin suffisait. Cela n'avait aucun sens pour elle. Plus tard dans la journée, alors qu'elle se promenait sur le domaine, Marianne se sentit attirée par le jardin. Elle n'avait pas l'intention de parler à William, mais quelque chose dans sa façon de se mouvoir parmi les plantes l'intriguait. Elle garda ses distances,
l'observant depuis le bord du jardin. Ses mouvements étaient délibérés et sans hâte, chaque tâche accomplie avec soin et concentration. C'était si différent du monde trépidant et aux enjeux dans lequel elle avait grandi. Il n'y avait aucune frustration dans ses mouvements, aucune hâte de finir. Il semblait prendre un réel plaisir au travail lui-même, pas seulement au résultat final. De temps en temps, il s'arrêtait pour examiner une plante ou essuyer la sueur de son front, complètement absorbé par ce qu'il faisait. Au bout d'un moment, William sembla sentir sa présence. Il leva les yeux et croisa son regard de l'autre côté du jardin, lui offrant un petit sourire en se dirigeant vers elle. « Salut », dit-il en s'époussetant les mains. « Je ne pensais pas que tu serais dehors. » Marianne croisa les bras sur sa poitrine, haussant les épaules avec dédain. « Je n'avais rien de mieux à faire », marmonna-t-elle, sur la défensive. William acquiesça, regardant à nouveau le jardin sur lequel il travaillait. « Je suppose que c'est juste, » dit-il calmement. « Ce n'est pas exactement excitant par ici, mais c'est paisible. » Paisible, répéta Marianne, sa voix presque moqueuse. C'est vraiment ce que tu veux? Juste la paix? William pencha légèrement la tête, considérant ces mots. Oui, je suppose. Je n'ai jamais vraiment voulu plus que ça. Marianne le fixa, incrédule. Tu n'as jamais rien voulu de plus? Pas d'ambition? Pas de rêve? William sourit, mais il y avait quelque chose de plus profond derrière ses yeux qu'elle ne pouvait pas tout à fait cerner. L'ambition, ce n'est pas vraiment mon truc, répondit-il. J'aime savoir que je peux me réveiller chaque jour et faire quelque chose que j'aime. Il y a quelque chose de satisfaisant à regarder les choses pousser, savoir que j'y ai contribué. Marianne fronça les sourcils, complètement incapable de comprendre comment quelqu'un pouvait se contenter de si peu. Tu ne t'ennuies pas, demanda-t-elle, réellement curieuse. William gloussa doucement. Pas vraiment. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à réparer, quelque chose à cultiver. Ce n'est pas ennuyeux quand on apprécie les petites choses. Les petites choses, l'expression flottait dans l'esprit de Marianne. Elle ne s'était jamais souciée des petites choses. Pour elle, la vie devait être rapide, palpitante, pleine d'excitation, de luxe et de statut. Pourtant, alors qu'elle se tenait là à écouter William parler du jardin, il y avait quelque chose dans ces mots qui la fit marquer une pause. Pourrait-il y avoir plus dans la vie que la poursuite sans fin de la richesse et de l'excitation? Manquait-elle quelque chose? Mais elle n'était pas prête à envisager cette pensée. Pas encore. Eh bien, tant mieux pour toi, je suppose, marmonna-t-elle, balayant l'idée. Mais je pense toujours que c'est ridicule. Imperturbable face à son rejet, William sourit. Tu n'as pas à le comprendre, Marianne. C'est juste qui je suis. Une longue pause suivit, remplie seulement par le doux bruit du vent bruissant dans le vignoble. Marianne bougea mal à l'aise, sentant le poids des mots de William s'installer sur elle. Elle ne voulait pas le reconnaître, mais quelque chose dans sa perspective la troublait d'une manière qu'elle n'était pas prête à affronter. Tu devrais essayer un jour, dit William légèrement, brisant le silence. Tu pourrais être surprise. Marianne ricana, levant les yeux au ciel. Ouais, c'est ça. Moi? Jardiner? Ça n'arrivera pas, William gloussa, secouant la tête alors qu'il retournait à son travail. Comme tu veux, dit-il, la laissant là, à le regarder à nouveau. Alors qu'il s'éloignait, Marianne sentit quelque chose d'inhabituel s'agiter en elle, un mélange de confusion et d'intrigue. Elle ne comprenait pas William, et une grande partie d'elle ne voulait pas le comprendre. Mais il y avait une autre partie, une petite partie silencieuse, qui se demandait si peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose à apprendre de lui. Rapidement, elle repoussa cette pensée. Elle n'allait pas tomber dans le piège de la simplicité de la vie de William. Elle avait son propre monde qui l'attendait, un monde plein de luxe, d'excitation et de pouvoir. C'était temporaire. Ça devait l'être. Pourtant, alors qu'elle se tournait pour retourner vers le pavillon d'amis, elle ne put s'empêcher de jeter un dernier regard à William. Il y avait un tiraillement au fond d'elle, quelque chose qu'elle n'était pas tout à fait prête à reconnaître. Les jours passèrent, et Marianne se retrouva à glisser dans une routine qui lui était inconnue, mais étrangement réconfortante. Elle se sentait toujours piégée par la situation que son père milliardaire, Adélaïde Bellagio, lui avait imposée, et elle en voulait toujours à l'idée d'être mariée à William. Mais quelque chose changeait, lentement et contre son gré.
cela commença par les matins. Elle se réveillait au son du chant des oiseaux et de la lumière du soleil filtrant à travers les fins rideaux. Au début, elle restait allongée dans son lit, fixant le plafond, redoutant la journée à venir. Mais avec le temps, elle commença à écouter le monde extérieur, la brise bruissant dans les feuilles, le bourdonnement lointain de la vie au-delà des murs qu'elle avait construits autour d'elle. William était toujours levé avant elle, dehors dans le jardin ou travaillant sur le domaine. Sa présence calme et constante devint aussi prévisible que le lever du soleil. Bien que Marianne ait autrefois détesté son attitude calme, elle la trouvait maintenant étrangement rassurante. Il ne la bousculait jamais ni n'exigeait rien d'elle. Il était juste, là. Pourtant, Marianne gardait ses distances. Elle n'allait pas soudainement embrasser cette nouvelle vie ou prétendre être amoureuse de William, le jardinier. Pourtant, elle ne pouvait nier que quelque chose avait changé. Un matin, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre à le regarder travailler, elle se surprit à ressentir une pointe d'admiration. William se déplaçait dans le jardin avec une sorte de grâce, ses mains s'occupant habilement de chaque plante comme s'il les connaissait personnellement. Il y avait un rythme dans son travail, une confiance tranquille qui venait d'années d'expérience. Et malgré elle, Marianne ne pouvait s'empêcher de le respecter. La transformation était subtile mais indéniable. Elle ne savait pas quand cela avait commencé, mais petit à petit, elle commença à prêter attention au monde qui l'entourait. Les couleurs vives des fleurs, la chaleur du soleil sur sa peau, le son du vent qui balayait le vignoble. C'étaient des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant, pas dans son ancienne vie. À l'époque, tout était question de vitesse, d'indulgence et de gratification instantanée. Mais ici, dans ce coin tranquille du monde, les choses allaient plus lentement. Et pour la première fois, Marianne commença à se demander si c'était une si mauvaise chose. Un après-midi, alors que Marianne était assise dehors à lire un livre, William s'approcha d'elle. Il portait un panier de légumes frais, sa chemise tachée de terre après une journée de travail. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il en désignant la chaise vide à côté d'elle. Marianne haussa les épaules, sans lever les yeux de son livre. « Fais ce que tu veux. » William sourit légèrement et prit place. Pendant quelques instants, aucun d'eux ne parla. Le silence n'était pas inconfortable, mais il n'était pas chaleureux non plus. C'était quelque part entre les deux. Gênant mais familier, comme le silence partagé avec quelqu'un que l'on côtoie mais que l'on ne connaît pas vraiment. « J'ai réfléchi, dit finalement William, brisant le silence, au fait que tu sois ici, à la façon dont les choses se sont passées. Marianne le regarda, haussant un sourcil. Ah oui, et à quoi as-tu réfléchi ? William ne croisa pas son regard. Au lieu de cela, il garda les yeux sur le panier de légumes, ses doigts jouant distraitement avec une branche de céleri. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, je comprends ça, mais... Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je ne sais pas, ça n'a pas à être si terrible, n'est-ce pas ? Marianne ricana, sa défense habituelle remontant à la surface. Pas si terrible ? Je vis dans un pavillon d'amis sur le domaine de mon père, marié à quelqu'un que je connais à peine parce qu'on m'y a forcé. Tu penses vraiment que ce n'est pas si terrible ? William gloussa doucement, secouant la tête. Je ne dis pas que c'est idéal, mais tu es ici depuis un moment maintenant, tu as vu comment sont les choses. Peut-être que ce n'est pas ce à quoi tu es habitué, mais ce n'est pas le pire, n'est-ce pas ? Marianne ne répondit pas tout de suite. Elle voulait lui répliquer sèchement, lui dire à quel point il était ridicule de suggérer que sa situation n'était pas terrible, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, parce que la vérité était qu'elle n'en était plus sûre. Elle ne savait pas comment se sentir à propos de tout ça. William sembla sentir son hésitation. « Je ne te demande pas d'aimer être ici, dit-il doucement. Je pense juste que peut-être il y a quelque chose qui vaut la peine d'être apprécié. Quelque chose de petit, tu sais ? Marianne leva les yeux au ciel, mais cette fois, il manquait la morsure habituelle. Quoi, comme le jardinage ? C'est ce que tu suggères ? William sourit, cette fois plus sincèrement. Peut-être. Tu pourrais être surprise, tu es toujours la bienvenue pour te joindre à moi. Marianne secoua la tête, mais un petit sourire se dessina au coin de ses lèvres. Ouais, je ne pense pas. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la conversation s'estompant alors que la journée se rafraîchissait lentement. Marianne regarda le soleil descendre plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le vignoble. Il y avait quelque chose de paisible dans la façon dont la lumière filtrait à travers les arbres,
l'air vibrant doucement alors que le soir s'installait. Pour la première fois, Marianne ne ressentit pas l'envie de s'échapper. Elle ne brûlait pas d'envie de retourner à son ancienne vie. Oui, elle était toujours en colère contre son père, Adélaïde Bellagio, et frustrée par la situation dans laquelle elle avait été forcée, mais quelque chose en elle avait changé. Elle jeta un coup d'œil à William, qui regardait le coucher de soleil avec une expression calme et satisfaite. Il y avait quelque chose chez lui qui la faisait marquer une pause, quelque chose sur lequel elle ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt. William n'était comme personne qu'elle avait jamais connu. Il ne se souciait pas de la richesse, du pouvoir ou du statut. Il se souciait des choses simples, des choses auxquelles Marianne n'avait jamais réfléchi à deux fois. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il quelque chose là-dedans. Alors que le soleil disparaissait finalement derrière les collines, Marianne se leva, étirant ses bras au-dessus de sa tête. « Je rentre », dit-elle nonchalamment. William acquiesça, toujours en train de contempler l'horizon. « D'accord. À plus tard. » En retournant au pavillon d'amis, Marianne réalisa qu'elle ne détestait plus autant être ici. Ce n'était pas parfait, et elle n'avait toujours aucune vision claire de ce à quoi ressemblerait son avenir. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas complètement perdue. Il y avait une étrange paix dans cet endroit. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il aussi une certaine paix en William. Les jours commencèrent à se confondre alors que Marianne s'installait dans la solitude tranquille du pavillon d'amis. Ces matinées étaient remplies des bruits d'oiseaux et du doux bruissement des feuilles du vignoble. La présence calme et constante de William était devenue quelque chose sur quoi elle pouvait compter, comme le lever du soleil ou la brise chaude qui balayait les champs. Mais à l'intérieur, elle était toujours une tempête d'émotions. Malgré les changements qu'elle ressentait, Marianne s'accrochait toujours à la colère qu'il avait autrefois alimentée. Elle détestait que celle-ci commence à s'adoucir, et elle ne voulait pas la lâcher. Sa frustration envers son père, qui l'avait manipulée pour qu'elle épouse William, brûlait toujours. Mais en ce qui concernait William lui-même, les choses devenaient plus compliquées. Elle ne le détestait pas, du moins plus maintenant. Un après-midi, Marianne était assise sur le porche, les jambes repliées sous elle, fixant le vignoble. Le soleil était chaud sur sa peau, mais ses pensées étaient sombres et agitées. Elle détestait ne plus avoir de réponse facile à ses sentiments. Avant, c'était simple. Elle en voulait à William, elle en voulait à son père, et elle en voulait à la situation. Mais maintenant, il y avait des moments où elle se sentait paisible, et cette paix l'effrayait plus que tout. William était dans le vignoble, travaillant comme d'habitude, et Marianne se surprit à le regarder à nouveau. Pas romantiquement, elle n'était pas prête pour ça, mais il y avait quelque chose chez lui qui l'attirait. Il était si constant, si satisfait du petit monde simple qu'il s'était construit. C'était une vie que Marianne avait autrefois méprisée, mais maintenant elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait plus que ce qu'elle avait jamais envisagé. Son esprit revint à leur conversation précédente, lorsque William avait suggéré qu'elle pourrait trouver quelque chose à apprécier ici. À l'époque, elle avait ricané, mais maintenant elle n'en était plus si sûre. Peut-être y avait-il quelque chose à apprendre de ce mode de vie calme et plus lent. Mais cette prise de conscience s'accompagnait de ses propres problèmes. Si elle admettait qu'il y avait de la valeur dans cette simplicité, qu'est-ce que cela disait de la personne qu'elle avait été auparavant? Toute sa vie, sa poursuite acharnée du luxe, du statut et de l'excitation, avait-elle été superficielle et dénuée de sens? Marianne secoua la tête, essayant de repousser ses pensées. Elle n'était pas prête pour ce genre d'introspection. Elle avait construit son identité en tant que femme qui s'épanouissait dans les belles choses de la vie, dans la richesse et le pouvoir. Et pourtant, la voilà, assise dans un petit pavillon d'amis, pensant à la possibilité que peut-être ces choses n'avaient pas autant d'importance qu'elle le pensait autrefois. Alors que la journée avançait, Marianne se retrouva aérée à nouveau à l'extérieur, incapable de rester assise. Elle traversa le vignoble, laissant ses doigts effleurer les feuilles des vignes en passant. L'air était plus frais maintenant, et le soleil commençait à descendre plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur les rangées de plantes. C'était beau d'une manière qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée auparavant. Au bord de la propriété, elle aperçut William assis sur un petit muret de pierre, les mains posées sur ses genoux alors qu'il regardait le vignoble. Il semblait perdu dans ses pensées, et pendant un moment, Marianne hésita. Elle n'était pas sûre pourquoi elle était venue le chercher, mais maintenant qu'elle était là, elle ne savait pas quoi dire. « Salut », dit-elle doucement en s'approchant. William leva les yeux, surpris de la voir. « Salut »,
répondit-il en lui adressant un petit sourire. Tout va bien? Marianne haussa les épaules, ne sachant pas trop comment répondre. Je suppose? J'avais juste besoin de sortir de la maison. William acquiesça et se décala sur le mur, lui faisant de la place. Assieds-toi, offrit-il. Elle hésita un instant, mais finit par s'asseoir à côté de lui. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, les seuls bruits étant le doux bruissement des vignes et le chant lointain des grillons. C'était paisible, mais l'esprit de Marianne était tout sauf calme. Je ne te comprends pas, dit-elle finalement, sa voix brisant le silence. William se tourna vers elle, haussant un sourcil. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas comment tu peux être si bien avec tout ça, expliqua Marianne en faisant un geste autour d'eux. Cette vie, elle est si petite, tu ne veux jamais plus. William resta silencieux un moment, considérant ses mots. Je pense que cela dépend de ce que tu entends par plus. Je veux dire plus grand, mieux, plus d'excitation, plus de succès, plus d'argent, dit Marianne, la frustration montant dans sa voix. Tu te contentes de si peu, comment? William sourit, mais cette fois il y avait un sérieux dans ses yeux qui l'a pris au dépourvu. Je suppose que cela se résume à ce à quoi tu accordes de la valeur. Pour moi, ce n'est pas l'argent ou l'excitation, c'est le travail, savoir que je crée quelque chose, que je fais pousser quelque chose, ça me suffit. Marianne le fixa, essayant de comprendre. Mais ne veux-tu jamais être plus? Je pense que je suis plus, Marianne, juste pas de la manière dont tu as l'habitude d'y penser. Il regarda à nouveau le vignoble. J'ai construit une vie ici, de mes propres mains. Ce n'est peut-être pas glamour ou excitant, mais c'est la mienne. C'est ce qui compte pour moi. Marianne secoua la tête, luttant pour comprendre la conversation. Mais n'as-tu pas l'impression de passer à côté de quelque chose, demanda-t-elle, la voix empreinte d'incrédulité. William gloussa doucement, le son bas et chaud. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut sembler ainsi, mais je n'ai jamais eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Les gens sont tellement pris à courir après plus d'argent, plus de pouvoir, qu'ils oublient d'apprécier ce qu'ils ont juste devant eux. Ces mots frappèrent Marianne plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle avait passé toute sa vie à courir après plus de richesse, plus de statut, plus d'attention. Et maintenant, la voilà, assise avec quelqu'un qui était complètement satisfait avec tellement moins. C'était troublant. Cela la faisait tout remettre en question. Je ne sais pas si je peux être comme ça, admit-elle, sa voix plus douce maintenant. J'ai toujours eu besoin de plus. William acquiesça, son expression pensive. Il ne s'agit pas d'être comme moi, Marianne. Il s'agit de découvrir ce qui te rend heureuse. Ce qui compte vraiment pour toi. Marianne ne répondit pas. Elle ne savait pas comment. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'avait pas de réponse à cette question. Elle avait passé si longtemps à courir après des choses qui, en fin de compte, n'avaient pas vraiment d'importance. Et maintenant qu'elle était forcée d'y faire face, cela la laissait vide. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, baignant le vignoble d'une chaude lueur dorée, Marianne sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était pas encore prête à l'admettre, mais elle sentait les contours de son ancienne vie commencer à s'estomper. Et autant elle détestait le reconnaître, il y avait une partie d'elle qui commençait à se demander si peut-être, juste peut-être, William avait raison. Plus tard cette nuit-là, Marianne arpentait le petit salon du pavillon d'amis, le cœur battant la chamade. Elle n'avait pas ressenti ce genre d'énergie nerveuse depuis des semaines, pas depuis le jour du mariage. Mais... Isant doucement, mais ses pensées vagabondaient. Elle ne pensait pas à l'histoire qu'il lisait, elle pensait à lui, à la façon dont sa présence constante était devenue si importante pour elle. Mangy, dit doucement à Mani, interrompant sa lecture. Il leva les yeux de son livre, la curiosité dans le regard. Qu'y a-t-il? Elle hésita un instant, incertaine de la façon d'exprimer ce qu'elle avait en tête. Mais elle devait parler. Les sentiments en elle étaient trop forts pour être ignorés. J'ai beaucoup réfléchi à tout, à toi. Mangy ferma le livre et le posa sur la table, lui accordant toute son attention. Son expression s'adoucit, l'encourageant à continuer. Tu as tant fait pour moi, commença-t-elle, le cœur battant. Plus que je n'aurais jamais pu demander. Mais j'ai essayé de comprendre si ce que je ressens n'est que de la gratitude, et je ne pense plus que ce soit le cas. Le regard de Mangy s'adoucit encore,
et il se pencha légèrement en avant, son expression douce. Amani? Je crois que je commence à ressentir quelque chose de plus, admit-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais c'est là, et je ne sais pas si tu le ressens aussi. Un instant, la pièce fut silencieuse. Le poids de ces mots flottait dans l'air entre eux. Le cœur d'Amani s'emballa alors qu'elle attendait la réponse de Mwangi. Mwangi tendit la main et prit doucement la sienne. Ses doigts étaient chauds et rassurants contre les siens. Tu n'as aucune idée à quel point tu comptes pour moi, Amani, dit-il doucement. Je le ressens aussi, depuis un moment maintenant. Je ne savais juste pas comment le dire. Le souffle d'Amani se coupa, et une vague de soulagement l'envahit. Elle n'avait pas imaginé cela. Mwangi ressentait la même chose. Je tiens à toi, continua Mwangi, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Plus que je ne l'aurais jamais cru possible, et je ne veux rien précipiter, mais je veux que tu saches que quoi que tu ressentes, je suis là avec toi. Amani sentit des larmes monter à ses yeux, non pas de tristesse, mais du soulagement et de la joie immense de savoir que ses sentiments étaient partagés. Je ne sais pas ce qui vient ensuite, murmura-t-elle, la voix tremblante, mais je veux que tu en fasses partie. Mwangi sourit et lui serra la main. Nous trouverons ensemble. Ils restèrent assis là dans la lumière déclinante, leurs mains entrelacées. Il ne s'agissait plus seulement de bonté ou de gratitude. Quelque chose de plus profond avait pris racine entre eux. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé, mais que tous deux embrassaient maintenant. Au fil des jours, la santé d'Amani continua de s'améliorer. Les médecins étaient optimistes, et bientôt ils commencèrent à discuter de sa sortie de l'hôpital. Ce fut un moment joyeux, mais cela apporta aussi un nouveau lot d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passera quand je rentrerai à la maison, demanda Amani un après-midi alors que Mwangi était assis à ses côtés. Les choses vont changer, n'est-ce pas? Mwangi la regarda, son expression calme et rassurante. Les choses n'ont pas à changer, Amani, pas entre nous. Je suis juste nerveuse, admit Amani. Nous avons été dans cette bulle, mais une fois rentrés à la maison, tout semblera différent. Mwangi prit sa main, la serrant doucement. Les choses sont déjà compliquées, mais nous trouverons une solution. Tu n'es pas seul là-dedans, Amani. Je suis là pour tout ce qui viendra ensuite. Quelques jours plus tard, Amani sortit de l'hôpital. Mwangi la ramena à Kijani, la petite communauté rurale qu'elle appelait chez elle. Alors qu'ils quittaient la ville, le paysage passa de rues animées et de hauts immeubles à des champs ouverts et des fermes tranquilles. Amani ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Quand ils arrivèrent à la maison familiale, Mosé et Zawadi l'attendaient sur le porche. Des larmes montèrent aux yeux de Zawadi alors qu'elle serrait sa fille fort dans ses bras. Mosé se tenait à côté, le visage rempli de fierté et de joie. « Tu es enfin à la maison. » murmura Zawadi, essuyant une larme de sa joue. Ce soir-là, après que Mosé et Zawadi furent couchés, Amani s'assit sur le porche, contemplant les champs assombris. L'air était frais, et les étoiles scintillaient brillamment dans le ciel. Elle entendit le grincement de la porte du porche et se tourna pour voir Mwangi sortir. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda-t-il. « Pas du tout » répondit Amani, désignant le siège vide à côté d'elle. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant simplement les étoiles. Amani sentit un calme s'installer en elle, mais il y avait encore quelque chose qu'elle devait dire. « J'ai beaucoup réfléchi à nous » commença-t-elle, sa voix douce. Mwangi se tourna vers elle, son expression ouverte et attentive. « À propos de nous ?» Amani hésita, puis parla avec son cœur. « Je pensais ce que j'ai dit avant, sur ce que je ressens. Maintenant que je suis à la maison, je veux juste m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. » Mwangi prit sa main dans la sienne, sa voix douce et sincère. « Amani, je suis sûr de ça depuis longtemps. Je tiens à toi plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Nous n'avons pas à nous précipiter, mais je ne veux pas prétendre que ce que nous avons n'est pas réel. » Amani sourit, sentant une chaleur se répandre en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment pleine d'espoir. Pas seulement pour sa santé, mais pour l'avenir qu'elle pourrait partager avec Mwangi. Elle réalisa que la connexion qu'ils partageaient était bien plus que de la gratitude ou une obligation. C'était quelque chose de réel, quelque chose de profond. « Je ne veux pas prétendre non plus » murmura Amani, sa voix à peine audible dans le silence de la nuit. Mosé, erreur dans le texte original, il s'agit de Mwangi.
sourit, sa main serrant doucement la sienne. Alors nous n'avons pas à le faire, dit-il doucement. Nous prendrons les choses comme elles viennent, ensemble. Sous le ciel étoilé, Amani sentit un sentiment de paix l'envahir. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, quoi qu'il arrive, elle ne l'affronterait pas seule. Les jours qui suivirent furent remplis d'un contentement tranquille qu'Amani n'avait pas connu depuis des mois. Chaque matin, elle se réveillait en se sentant un peu plus forte, son corps guérissant lentement. Et à mesure que ses forces revenaient, sa clarté sur ce qu'elle voulait dans la vie revenait aussi, tant pour elle-même que pour sa relation avec Manji. Manji était resté à Kijani, louant un petit chalet à proximité pour pouvoir être proche d'elle et de sa famille. Il ne la bousculait pas, lui laissant l'espace dont elle avait besoin pour guérir, mais il était toujours là quand elle avait besoin de lui. Leur journée se passait à marcher dans les champs, à parler de leurs espoirs, de leurs craintes et de leurs rêves. C'est pendant ces moments qu'Amani réalisa qu'elle construisait quelque chose avec Manji, quelque chose d'authentique. Au début, Amani avait craint que leur connexion, bâtie pendant le stress et la peur de l'hôpital, ne dure pas. Mais au fil des jours qui se transformaient en semaines, ses craintes s'évanouirent. Manji lui avait montré maintes et maintes fois qu'il était là pour le long terme. Il n'était pas seulement de passage, il était engagé. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur une colline surplombant la ferme, Amani parla doucement. « J'ai réfléchi à tout. » Manji se tourna vers elle, ses yeux reflétant la faible lumière du coucher de soleil déclinant. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de la ferme, de mes parents, de nous. » Amani marqua une pause, son regard s'attardant sur les champs assombris. « Pendant si longtemps, je ne pouvais pas imaginer un avenir pour moi. La maladie m'a tant pris, mais maintenant j'ai l'impression de pouvoir enfin repenser à l'avenir, et je veux que tu en fasses partie. » Manji sourit, ses yeux pleins de chaleur. « J'ai voulu ça aussi, Amani, depuis longtemps. » Amani sourit, sentant un sentiment d'espoir monter en elle. « Tout semble si différent maintenant. Je me sens différente, plus forte, plus pleine d'espoir. Et je sais qu'une grande partie de cela est grâce à toi. » Manji prit doucement sa main, son contact rassurant. « Tu as toujours été forte, Amani. Tu n'avais pas besoin de moi pour le voir. Mais je suis content si j'ai fait partie de ton voyage. » Amani posa sa tête sur l'épaule de Manji, sentant le rythme régulier de sa respiration. « Je ne sais pas ce qui vient ensuite, admit-elle. Mais je sais que je veux y faire face avec toi. » Manji la serra plus fort, passant son bras autour d'elle. Nous le ferons, pas à pas, au fil des jours, la relation d'Amani avec Manji se renforça. Ils étaient inséparables, passant presque chaque instant ensemble. Même Zawadi, la mère d'Amani, ne pouvait cacher sa joie de voir sa fille si heureuse. « Tu sais, je pense qu'ils sont bons l'un pour l'autre. » dit Zawadi un soir alors qu'elle et son mari, Mosè, étaient assis sur le porche, regardant le coucher de soleil derrière les collines. Mosè, les bras croisés, la regarda. « Tu crois ? » Zawadi hocha la tête. « Oui. Amani a traversé tant d'épreuves, et il fut un temps où je pensais que nous ne la reverrions plus jamais sourire. Mais maintenant, regarde-la. Elle est heureuse, et je pense que Manji y est pour beaucoup. » Mosè resta silencieux un moment, regardant Amani et Manji marcher main dans la main à travers le champ. Il ne pouvait nier que sa fille semblait plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Manji avait fait ses preuves à maintes reprises, étant là pour elle d'une manière que Mosè ne pouvait pas. « Je suppose que tu as raison, » dit Mosè, sa voix bourrue. « Il a été bon pour elle. » Zawadi sourit, lui tapotant affectueusement le genou. « Tu verras, Mosè. C'est une bonne chose pour Amani. » Un après-midi, alors qu'Amani et Manji marchaient dans les champs, elle s'arrêta soudainement, se tournant pour lui faire face. Son expression était sérieuse. « Manji, il y a quelque chose que je dois dire. » Manji fronça légèrement les sourcils. « Qu'y a-t-il » Amani prit une profonde inspiration, son cœur s'emballant. « Je ne sais pas si je l'ai assez dit, mais je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie à plus d'un titre. Pas seulement à l'hôpital, mais en étant là pour moi à chaque étape du chemin, avant qu'elle ne puisse continuer. » Manji posa doucement une main sur sa joue. « Amani, tu n'as pas à me remercier. Je l'ai fait parce que je tiens à toi, parce que je t'aime. » Amani le regarda, le cœur battant. Pour la première fois, elle s'autorisa à ressentir vraiment ce qui s'était construit en elle.
Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Mwangi sourit doucement, la prenant dans ses bras. Ils restèrent là longtemps, enlacés. Sous le ciel ouvert de Kijani, Amani sut qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle cherchait. Un avenir rempli d'amour, d'espoir, et la promesse de quelque chose de plus. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. La vie à Kijani s'installa dans un rythme paisible. Amani continua de se rétablir, et la ferme fonctionnait bien sous les yeux attentifs de ses parents. Mais il y avait un dernier pont à traverser, l'acceptation totale de Mwangi par Mosè. Un soir, après une longue journée de travail, Mosè était assis sur le porche, l'esprit lourd de pensées concernant Amani et Mwangi. Zawadi le rejoignit, s'asseyant tranquillement à côté de lui. « Tu penses à Amani et Mwangi, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Mosè soupira. « Je lui fais confiance, mais c'est difficile. Nous avons traversé tant d'épreuves, et tout cela semble trop beau pour être vrai. » Zawadi sourit doucement. « Parfois, la vie nous surprend. Peut-être que c'est juste un de ces moments où tout se met en place. » Mosè resta silencieux, mais plus tard dans la soirée, il prit Mwangi à part. « Je vous ai vu, toi et Amani, vous rapprocher, et je vois à quel point tu tiens à elle. Elle représente tout pour moi. J'ai besoin de savoir que tu es là pour les bonnes raisons. » Mwangi croisa le regard de Mosè, son expression sincère. « Je l'aime, monsieur Mosè. Je veux construire un avenir avec elle. Il ne s'agit pas de rembourser une dette. C'est réel. » Mosè hocha la tête, ses derniers doutes s'apaisant enfin. « Alors, bienvenue dans la famille, dit-il en tendant la main. Mwangi sourit et la serra fermement. Un avenir rempli d'amour et d'espoir les attendait tous. Mwangi baissa les yeux, clairement ému par les paroles de Mosè. « Merci, Mosè, dit-il, sa voix assurée. Être ici avec vous tous, c'est plus chez moi que n'importe où ailleurs. Je suis juste reconnaissant d'avoir pu aider. » La pièce tomba dans un silence confortable, le poids des paroles de Mosè flottant dans l'air. Amani jeta un coup d'œil à Mwangi, son cœur se gonflant d'amour et de gratitude. Elle savait, sans aucun doute, que quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Plus tard cette nuit-là, Amani et Mwangi se tenaient dehors, les étoiles scintillant au-dessus d'eux dans le vaste ciel ouvert. La brise fraîche de la nuit balayait les arbres et le monde autour d'eux semblait calme, en paix. « Je pense que nous allons nous en sortir, » dit doucement Amani, levant les yeux vers les étoiles. Mwangi sourit, lui serrant doucement la main. « Oui, je pense que oui. » Ils se tenaient là, main dans la main sous le ciel infini, le cycle de bonté qui avait commencé des années auparavant avait bouclé la boucle. Maintenant, avec Mwangi à ses côtés, Amani se sentait prête à affronter tout ce que l'avenir lui réservait. Ensemble, ils avaient trouvé quelque chose de beau, quelque chose de durable, un amour bâti sur la confiance, la gratitude et la force de continuer. Si vous êtes toujours là, c'est que vous appréciez l'histoire. Allez-y et appuyez généreusement sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour d'autres récits captivants. Comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire. Les anciennes illusions, tout était parti. Maintenant, le Riviera Grande lui appartenait vraiment, libéré de l'ombre des tromperies de Calvin. Dans les jours qui suivirent la confrontation spectaculaire, Internet s'enflamma avec des images du fiasco de la salle de bal. Des hashtags populaires envahirent les médias sociaux. Hashtag Mari trompeur démasqué, hashtag La femme possédait l'hôtel, hashtag drame au Riviera Grande. Des extraits montraient Calvin sur scène, bague à la main, le visage déformé par le choc alors que Naya dévoilait sa propriété. Les talk shows de fin de soirée diffusèrent des segments sur le scandale. Des mèmes firent surface, montrant le sourire confiant de Naya au micro à côté d'un Calvin tremblant. Certains commentateurs la surnommèrent la reine moderne du karma. D'autres l'applaudirent pour avoir transformé le chagrin en émancipation. L'histoire devint virale presque du jour au lendemain. Pendant ce temps, Naya répondait à d'innombrables demandes de médias souhaitant des interviews exclusives. Elle en accorda quelques-unes, se concentrant sur ses projets futurs pour l'hôtel et les initiatives d'autonomisation qu'elle comptait lancer. L'angle du chagrin se vendait de lui-même, mais Naya choisit de mettre en avant la croissance et la résilience. Calvin se retira dans l'obscurité, renvoyé de son poste de direction en raison de la publicité néfaste.
Les comptes de médias sociaux d'Ivy devinrent silencieux, probablement bombardés par des trolls et des jugements. Elle fut aperçue occasionnellement sur des photos de paparazzi, l'air misérable. Au milieu de l'effervescence, le Riviera Grande connut une augmentation des réservations. Les gens étaient attirés par la curiosité et le désir de voir l'endroit où une trahison épique avait été renversée. Naya saisit l'élan, lançant des campagnes de rebranding qui mettaient en valeur la grandeur de l'hôtel et ses objectifs philanthropiques. Pour chaque tabloïd qui dramatisait sa tragédie personnelle, elle utilisait les projecteurs pour mettre en lumière ses projets philanthropiques. Ce devint une leçon magistrale pour transformer un scandale en succès. Par un coup du sort, la trahison de Calvin devint le catalyseur de l'empire de Naya. Ce qui était autrefois son plus sombre secret était maintenant son plus grand triomphe, attirant des admirateurs du monde entier. Au milieu du tourbillon d'attention virale, Naya se retrouva approchée de manière inattendue par un homme nommé Oliver. C'était un partenaire d'investissement qui avait regardé ses interviews, intrigué par sa grâce et son sens des affaires. Un soir, il demanda une réunion privée au Riviera Grande pour discuter de collaborations potentielles. Naya le reçut dans le salon VIP. Grand, avec un sourire désarmant et des yeux réfléchis, Oliver dégageait une confiance calme. Il parlait d'un ton mesuré. « Je respecte les mesures audacieuses que vous avez prises. Transformer le chagrin en quelque chose de rentable et de significatif n'est pas une mince affaire. » Elle lui offrit un sourire poli. « Merci. J'ai eu beaucoup de motivation pour que ça marche. » Alors qu'ils discutaient d'éventuelles entreprises, une chimie indéniable vibrait entre eux. Oliver n'était ni autoritaire ni condescendant. Il écoutait attentivement ses idées et apportait ses propres réflexions avec un respect sincère. Contrairement à la présence dominatrice que Calvin avait autrefois exercée, la présence d'Oliver semblait stable, solidaire. Avec le temps, leurs discussions d'affaires évoluèrent en dîners décontractés, puis en promenades nocturnes le long du front de mer de l'hôtel. Ils parlaient de la vie, des aspirations et partageaient des philosophies sur l'autonomisation. En Oliver, Naya découvrit l'éveil de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, chaleur et respect coexistant en une seule personne attentionnée. Un soir, après une réunion particulièrement productive, Oliver lui toucha doucement le bras. « Je veux être plus qu'un simple partenaire commercial, Naya. Votre force. C'est inspirant. J'aimerais avoir une chance de vous connaître au-delà des contrats et des chiffres. » Son cœur palpita. Les fantômes de la trahison persistaient encore, mais une partie d'elle aspirait à embrasser de nouvelles possibilités. Avec un optimisme prudent, elle hocha la tête. « J'aimerais ça aussi. » Lentement, ils construisirent une connexion ancrée dans l'honnêteté et l'admiration mutuelle. Naya se surprit à sourire davantage, à rire librement, des sentiments qu'elle n'avait pas éprouvés depuis longtemps. À travers son chagrin, elle avait découvert son propre pouvoir. Grâce à son nouveau succès, elle trouva quelqu'un qui valorisait ce pouvoir plutôt que de s'en sentir menacée. Quelques mois après la révélation dramatique dans la salle de bal, le Riviera Grand Hotel se situait à l'avant-garde du voyage de luxe. Sa nouvelle marque, dirigée par Naya Brox, mettait l'accent sur le raffinement, le confort et la responsabilité sociale. Une partie des bénéfices finançait un programme de formation en hôtellerie pour les femmes défavorisées, dont beaucoup avaient enduré des épreuves similaires à celles de Naya. Elle l'appela l'initiative Phoenix, symbolisant la renaissance des cendres. Calvin s'était retiré de la scène publique. Son divorce avec Naya était inévitable, bien qu'elle ait guidé le processus avec des limites claires, s'assurant que son autonomie financière reste inébranlable. La dernière fois qu'elle avait entendu parler de lui, il logeait dans une modeste location, loin de la vie fastueuse qu'il affichait autrefois. Quant à Ivy, des rumeurs suggéraient qu'elle avait déménagé dans une ville plus petite, essayant de reconstruire sa vie avec les restes de sa marque sur les médias sociaux. Le fiasco à l'hôtel avait laissé sa réputation en lambeaux. Peu étaient désireux de s'associer à l'autre femme, qui avait connu une chute publique dramatique. Naya, cependant, se concentra sur son empire florissant et sa relation naissante avec Oliver. Les médias réclamaient un aperçu plus approfondi de son histoire, incitant une grande société de production à proposer un documentaire intitulé « Elle a pris la scène » et le monde a regardé son ascension. Le documentaire l'a suivi depuis le chagrin qu'elle avait enduré jusqu'à la force imparable qu'elle était devenue, mettant en lumière comment l'adversité peut déclencher une transformation profonde. Debout sur la terrasse un après-midi venteux, surplombant la surface chatoyante de l'océan, Naya arborait un doux sourire. Elle pensa à son parcours.
d'une épouse silencieuse et solitaire préparant des scones à la lavande à la propriétaire assurée d'un hôtel de luxe de renommée mondiale. Elle avait traversé la trahison, rassemblé les éclats de son cœur brisé et en avait forgé une couronne. Se tournant vers Oliver, qui se tenait à ses côtés, elle réfléchit au chemin extraordinaire qu'elle avait emprunté pour arriver à ce point. Parfois, murmura-t-elle, il faut perdre tout ce que l'on croyait vouloir pour trouver ce que l'on mérite vraiment. Il passa un bras autour d'elle, la serrant contre lui. Et tu mérites le monde, Naya. Avec une brise portant l'odeur du sel marin et des possibilités, Naya se sentit en paix. Son chagrin avait alimenté son ascension, sa douleur était devenue son pouvoir, et à la fin, elle avait revendiqué sa place légitime, couronnée par ses propres triomphes, régnant sur un empire bâti sur la résilience et l'espoir. Elle n'était plus éclipsée par la tromperie ni définie par les actions d'un autre. Elle était devenue l'auteur de son propre destin, et le monde, en effet, avait regardé son ascension. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.